Bonjour, je vous présente une autre vidéo sur l'avenir, sur la prospective du tennis. Je vais parler ici de l'évolution du nombre de licenciés en France, du nombre de joueurs classés, du nombre de tournois, du nombre de matchs par équipe disputés, du nombre de clubs. Les premiers clubs de tennis français apparaissent à la fin du 19e et le tennis se massifie dans les années 80 et il se démocratise dans la même décennie. Depuis 1995, on constate une perte d'adhérents. Donc, quand sera-t-il demain? Le joueur de tennis est-il de plus en plus un compétiteur? Voilà les questions que nous nous posons. Pour y répondre, je vais établir des statistiques avec une méthode quantitative. Je vais expliquer ici l'intérêt du bon choix des graphiques. Je commence par le nombre de licenciés, le nombre de classés, données difficiles à recueillir avant 1970 et évidemment avant 1900 car les archives traitant de sites de données sont peu nombreuses. Qu'observe-t-on? Une explosion du nombre de licenciés dans les années 80. Ça s'appelle une massification, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qui jouent qui va augmenter. Par contre, la catégorie socio-professionnelle ne change pas. Ce sont toujours les classes supérieures dans un premier temps qui jouent. Et petit à petit, effectivement, nous allons connaître une démocratisation dans les années 85-86. Après, cette augmentation est liée à plusieurs facteurs que je ne vais pas développer tous ici. Le premier, c'est tout de même la médiatisation du tennis dans les années 75 avec notamment Björn Borg. Également des économies d'échelle liées à la fabrication des balles et des raquettes. Ces produits vont coûter moins cher, beaucoup plus de joueurs vont pouvoir les acquérir. La multiplication des cours, due notamment avec la politique de Philippe Chatrier, l'opération 10 000 cours par exemple, la multiplication des écoles de tennis. Et les prix, je le répète, baissent. Donc plus de gens de catégories sociales moins aisées que celles jouant habituellement peuvent venir. L'engouement étant retombé, petit à petit, le nombre de licences baisse. Le nombre de pratiquants réels est difficile à estimer. Nous avons ici entre 1960 et 1980. Alors que le nombre de licenciés augmente, le nombre de classés ne suit pas. Ça va être une volonté de la part de la fédération par la suite d'augmenter justement ce nombre de classés en multipliant les classements. Vont apparaître les classements à 34, à 35, à 40. Si à partir des années 90, le nombre d'adultes baisse, le nombre de jeunes ne baisse pas. Il se maintient, voire augmente. Cela est probablement dû à l'activité, à la très bonne activité des écoles de tennis et de l'encadrement. Autre observation importante, toujours cette baisse de licenciés, mais l'augmentation du nombre de classés et un maintien du nombre de compétiteurs. Remarquez dans ce graphique et dans les graphiques précédents l'importance du choix de l'orientation 3D du graphique par rapport aux perspectives et le choix des couleurs, le choix des formes. Tester différentes possibilités afin d'optimiser la lecture du graphique. Par rapport à ce dernier graphique, je vais maintenant travailler sur la notion d'indice. Un indice permet de donner l'évolution d'une variable à partir d'une base 100 et à partir d'une date. Alors soit en remontant dans le temps, soit en avançant. Je vais calculer l'indice du nombre de matchs en équipe, en tournoi et du nombre de compétiteurs. Pour cela, je vais reprendre mes statistiques à partir de 1994. Donc vous avez à gauche les années, les effectifs en termes de licenciés, effectifs match par équipe, sur les matchs en tournoi et par rapport au nombre de compétiteurs. Je calcule évidemment les pourcentages par rapport au nombre de licenciés.
je calcule les proportions finalement. Donc le calcul, hein, tout simple, une règle de 3 finalement. Ça va me permettre de voir si la part de compétiteurs augmente même si les effectifs baissent. L'indice finalement va servir à ça, à pouvoir comparer par rapport à une année que je fixe à 1994, parce que c'est là que la chute de licenciés se fait ressentir. Pour expliquer ce calcul de l'indice, je vais me fixer sur l'année 1995 avec un indice de match en équipe donc à 102,8. Si le pourcentage est calculé sur l'année en cours 1995, l'autre pourcentage sur 1996, l'indice aura pour base tout le temps 1994. C'est-à-dire que je vais me baser sur tous les ans, 95, 96, etc., sur une base 94. C'est pour ça que 94, sur Excel, je mets $ pour fixer donc la cellule. J'en ferai de même pour l'indice des matchs en tournoi ou pour l'indice du nombre de compétiteurs et pour les lignes suivantes. Ce tableau est évidemment beaucoup plus explicite à travers ce graphique qui montre un indice évoluant vers le haut sur les tournois, se stabilisant au niveau des compétiteurs, baissant légèrement au niveau des matchs par équipe, mais évidemment réduisant fortement sur le nombre de licenciés. Autre présentation beaucoup moins claire à ne pas faire. Si le nombre de licenciés baisse, évidemment le nombre de clubs va également baisser et nous le ressentons. Par contre, le nombre de cours se maintient. Effectivement, les cours construits dans les villages continuent à être utilisés, ou pas d'ailleurs, même si le club n'existe plus. Et par contre, évidemment, ces cours se détériorent et petit à petit, le nombre de cours utilisables va également baisser. Par contre, la structure des clubs s'améliore. Par rapport à d'autres sports où le terrain est séparé par un filet, qu'en est-il? Le badminton connaît une croissance importante. Le tennis de table, tranquillement, poursuit également sa croissance et le volley-ball maintient ses effectifs. Donc si la part des licenciés baisse et continuera de baisser, par contre, le nombre de compétiteurs, la part des compétiteurs en tout cas, va augmenter. Surtout sur les matchs en tournoi parce que les matchs par équipe sont synonymes de contrainte. Le nombre de clubs baisse. Toutefois, les encadrements de ces clubs sont beaucoup plus professionnels, notamment avec un bénévolat qui a appris à gérer, notamment avec des BE, des DE, donc des enseignants professionnels. Ceux-ci vont gérer l'école de tennis, animer l'école de tennis, animer les entraînements d'équipes jeunes, adultes, c'est-à-dire dynamiser et faire vivre le club sous l'égide, bien entendu, des élus de ce club. De toute façon, un club, à l'heure actuelle, qui veut augmenter sa part de licenciés, doit être structuré. Il doit y avoir une école de tennis, des matchs par équipe, des tournois, des animations. C'est la seule solution pour qu'un club vive, que ces structures ne soient pas abandonnées comme dans beaucoup de clubs qui ont malheureusement vécu les années folles des années 80. Et ce joueur des années 80 n'avait pas les mêmes exigences que maintenant. Maintenant, il faut un court couvert, il faut pouvoir jouer quand on veut. C'est pour cela que dans l'avenir, la majorité des clubs qui vont pouvoir vivre auront de toute façon une structure couverte, avec un aménagement clubhouse, bien entendu, pourquoi pas terrain de paddle, terrain de badminton, baby-foot. Il faut animer, il faut faire vivre. Ce graphique réalisé par la fédération est important. Il montre la proportion d'enseignants par rapport au nombre de licenciés. Tout au début, un DE en 70
pour 315 licenciés. Un DE pour 620. C'est-à-dire je prends le nombre de licenciés, je divise par le nombre d'enseignants et je trouve 620. Hein. Pareil pour 2012. On s'aperçoit que le nombre de licenciés baissant, mais le nombre de DE ou de BE augmentant, il y a de plus en plus d'enseignants pour un nombre de licenciés réduit. Comment cela va évoluer? Je l'ai dit, une qualité d'enseignement qui va s'améliorer, une qualité de prestation dans les clubs qui va et qui s'améliore également, mais évidemment une baisse de licenciés inéluctable. Les gens se tournent vers d'autres sports, une multiplicité de sports, des sports de nature notamment, des sports avec moins de contraintes. Participer à un tournoi, c'est une contrainte. En tant que juge-arbitre, j'ai vu les années s'écoulant le nombre de doléances par rapport à des horaires augmentés. Les matchs par équipe le dimanche matin, c'est une contrainte. Quand vous restez toute la journée, parce qu'il y a un cours ou il y a deux cours, il y a deux équipes qui sont présentes et les matchs s'éternisent. Non, vous ne le faites pas longtemps. Je pense que le mode de compétition a intérêt à évoluer. Sinon, évidemment, il y aura des bons joueurs, mais il y en aura de moins en moins de moins bons. Alors, un sport comme le paddle, justement, peut-il sauver la mise du tennis? Je pense que oui. Je pense évidemment que la fédération en a tenu compte parce que elle a pris sous son aile le paddle, d'ailleurs comme le beach tennis. Si l'augmentation est la même qu'en Espagne ou qu'en Argentine, ça va être phénoménal. Le nombre de raquettes vendues est un bon indicateur. On n'a pas les chiffres exacts de la pratique du paddle, puisque un licencié paddle est aussi licencié tennis, et inversement. En Espagne, le paddle a dépassé le nombre de licenciés du tennis. En France, en 2018, par rapport à 2020, les effectifs probablement multipliés par 4. En Suède, il y a des salles d'aménagés. Regardez, des dizaines de cours dans une salle. En France, des clubs qui se transforment. Regardez ici les modifications. Il va y avoir des terrains de paddle, des terrains de badminton, des terrains de squash, des terrains de volley. Il faut multiplier les propositions pour que les joueurs viennent. Il faut être innovant, faire preuve d'imagination, proposer des choses qui vont attirer le monde. Il en faut pour tous. Celui qui veut faire de la compétition, celui qui veut faire que du loisir, mais qui peut aussi être amené à la compétition. Il faut satisfaire le maximum de personnes. C'est le seul moyen de récupérer encore et encore des licences que nous avons perdues.